Mon frère a mis ma petite amie enceinte. Ensuite, toute ma famille a exigé que je leur donne mon héritage pour les aider. J'ai dit non, et j'ai regardé tout le monde imploser. Mon frère a eu une liaison avec ma petite amie, elle est tombée enceinte de lui. Et maintenant toute ma famille pense que je devrais financer leur désastre avec l'héritage que mes grands-parents m'ont laissé. Oui, vous avez bien lu. Préparez le popcorn, parce que cette histoire va devenir très sale. J'ai 31 ans, je suis un homme, et je travaille comme expert comptable dans un cabinet de taille moyenne à Lyon. Ce n'est pas le métier le plus excitant du monde. J'analyse des bilans. Je prépare des déclarations fiscales et j'explique à des clients pourquoi ils ne peuvent pas faire passer leurs vacances à Biarritz sans frais professionnels. Mais le travail paie correctement et m'offre une vraie stabilité. Je suis propriétaire d'une petite maison mitoyenne que j'ai achetée il y a 3 ans dans la métropole lyonnaise. Je conduis une Peugeot 3008 fiable, déjà entièrement payée, et je vis selon mes moyens. Mes parents nous ont élevés, mon petit frère Maxime, 28 ans, et moi. Avec l'idée qu'il fallait être responsable avec l'argent, même si, manifestement, un seul de nous deux a écouté. Maxime a toujours été l'enfant chéri. Charismatique, extraverti. Le genre de garçon capable de se sortir de n'importe quel problème simplement en parlant. Quand nous étions plus jeunes, il était la star de l'équipe de foot du lycée. Tandis que je restais tard à la médiathèque pour réviser. Maman et papa n'affichaient jamais ouvertement de favoritisme. Mais il y avait cette compréhension tacite selon laquelle Maxime était spécial et moi, j'étais le fiable, le responsable, l'ennuyeux. Devinez lequel des deux vous emmène le plus loin quand une crise familiale éclate. Ce n'est pas l'ennuyeux. Les erreurs de Maxime devenaient toujours des occasions d'apprendre. Tandis que mes petites imperfections étaient des défauts de caractère à corriger. Voilà notre dynamique familiale. Mes grands-parents maternels sont décédés il y a 2 ans, à 6 mois d'intervalle. Mon grand-père a eu une crise cardiaque massive. Et ma grand-mère a simplement semblé abandonnée après cela. Ils avaient été mariés pendant 58 ans. Leur maison et les économies de toute une vie représentaient environ 320 000 €. Divisés équitablement, cela faisait 160 000 € chacun pour Maxime et moi. Mes grands-parents avaient connu l'après-guerre, les privations, les fins de mois difficiles. Grand-père avait travaillé pendant plus de 40 ans dans la même usine près de Saint-Étienne. Cet argent représentait chaque sacrifice qu'ils avaient fait. Ils avaient laissé une lettre expliquant que cet héritage devait être notre base. Achetez un logement, lancez un projet, investissez dans votre avenir. Ne gaspillez pas cela dans des choses futiles, avait écrit grand-père. Cet argent représente chaque sacrifice que nous avons fait pour que vous puissiez avoir une vie meilleure que la nôtre. J'ai pris cela au sérieux. J'ai remboursé 42 000 € de prêts étudiants. J'ai immédiatement placé 75 000 € dans des fonds indiciels et des obligations. J'ai gardé 38 000 € comme fonds d'urgence et j'ai utilisé le reste pour terminer les dernières rénovations de ma maison. Ennuyeux, responsable, exactement ce qu'ils auraient voulu. Maxime, lui, a dépensé toute sa part en 14 mois. D'abord est venu le véhicule, un gros SUV allemand presque neuf avec toutes les options, environ 60 000 €. Puis des week-ends à Monaco, des voyages à Ibiza. Des vêtements de marque et des dîners coûteux où il payait l'addition pour tout le monde. Il a même acheté un jet ski qu'il a utilisé 2 fois avant de le revendre à perte. Quand je lui ai posé des questions sur ses dépenses, il a haussé les épaules et a dit : « On ne vit qu'une fois, frère. Mamie et papy auraient voulu que je profite de la vie. Je suis presque certain qu'il voulait exactement le contraire. Mais Maxime a toujours été doué pour réécrire la réalité. » Au 15e mois, Maxime empruntait déjà de l'argent à nos parents. Au 16e mois, il était retourné vivre chez eux. Le SUV a été saisi vers le 18e mois. Dans son esprit, rien de tout cela n'était de sa faute. Juste de la malchance, quelques erreurs, quelques mauvais conseils. Puis il y a eu ma petite amie. Enfin, mon ex-petite amie maintenant. Elle s'appelait Camille, 29 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans et vivions ensemble depuis 1 an et demi. Je l'avais rencontrée au mariage d'un ami où elle était demoiselle d'honneur et moi témoin. Un scénario classique, mais qui avait vraiment fonctionné. Elle avait attrapé le bouquet, j'avais attrapé la jarretière.
Et on nous avait poussés ensemble pour cette photo gênante censée être mignonne. Nous avons fini par parler pendant 3 heures à la réception, échanger nos numéros. Puis une autre premier rendez-vous 4 jours plus tard. Elle était drôle, spontanée, tout ce que je n'étais pas. Quand je passais mes vendredis soirs à organiser mes documents fiscaux. Elle voulait essayer ce nouveau restaurant dans le centre ou aller à un concert. Je pensais que nous nous équilibrions. Elle m'aidait à me détendre et à vivre un peu plus. Moi, je l'aidais à être plus posé et plus responsable. La situation classique des opposés qui s'attirent. Ce qui fonctionne très bien jusqu'au moment où cela ne fonctionne plus du tout. Camille travaillait comme assistante dentaire dans un cabinet de l'autre côté de la ville et gagnait environ 38 000 € par an. Un salaire correct. Mais elle avait l'habitude de dépenser comme si elle menait un style de vie à 55 000 €. Elle avait toujours le téléphone le plus récent. Un abonnement coûteux à une salle de sport qu'elle utilisait à peine, des box beauté, des vêtements et des snacks bio. Rien que la mensualité de sa voiture était de 410 € pour une Renault Captur qu'elle avait. Financée à un taux horrible parce que son crédit n'était pas très bon. J'avais payé sa part du loyer plusieurs fois lorsqu'elle disait être « entre deux paix ». Ces mots, pas les miens. Ce que cela signifiait réellement. C'est qu'elle avait dépensé son salaire avant que le loyer ne tombe et avait besoin que je la couvre jusqu'au vendredi suivant. Au début, c'était censé être exceptionnel. Puis c'est devenu occasionnel. Puis c'est devenu suffisamment fréquent pour que je l'intègre mentalement à mon budget mensuel comme une dépense attendue. Elle promettait de me rembourser et le faisait parfois, mais la plupart du temps. La dette s'accumulait simplement dans un compte mental tacite que je gardais dans ma tête. Nous avions des discussions sur le budget où elle hochait la tête, disait qu'elle comprenait. Puis allait immédiatement acheter pour 180 € de vêtements chez Zara parce que c'était en promotion. Sa gymnastique mentale était impressionnante. Économiser 30% sur quelque chose dont vous n'avez pas besoin, ce n'est pas économiser de l'argent, c'est dépenser de l'argent. Mais essayez d'expliquer cela à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Avec le recul, je vois maintenant tous les signaux d'alerte que j'ai ignorés. La manière dont elle se mettait sur la défensive lorsque je suggérais de suivre nos dépenses ou de fixer des objectifs financiers. La façon dont elle faisait des remarques sur le fait que j'étais trop sérieux avec l'argent. Comme si vouloir prendre sa retraite un jour était une sorte de défaut de personnalité. La façon dont elle se plaignait que Maxime, lui, savait s'amuser, tandis que moi, j'étais toujours inquiet pour l'avenir. Elle disait des choses comme « Ton frère sait vivre l'instant présent » ou « Maxime ne stresse pas pour chaque petite chose comme toi ». J'aurais dû voir où cette admiration allait la mener, mais j'étais amoureux. Optimiste et convaincu que nous pouvions surmonter nos différences. Une erreur classique. La révélation est arrivée un mardi tout à fait ordinaire de mars. J'étais sorti du travail plus tôt parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste à 15 h, mais celui-ci avait été annulé. Le cabinet m'avait appelé vers midi en disant que leur matériel avait un problème et qu'il fallait reprogrammer. Alors j'ai pensé surprendre Camille avec un repas à emporter de son restaurant thaï préféré. J'ai acheté des rouleaux de printemps, du poulet au curry, des nouilles sautées au tofu, tout le festin. J'ai dépensé environ 60 € en essayant d'être spontané et romantique. Je me sentais bien à l'idée d'être, pour une fois, le petit ami amusant. Je suis entré dans notre maison vers 14h30 et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. La voiture de Camille était dans l'allée, ce qui était étrange. Parce qu'elle était censée travailler jusqu'à 17 h. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, chose que nous ne faisions jamais en journée. Puis je l'ai entendu. Des sons venant de l'étage, des sons qu'aucun homme ne veut entendre sortir de sa propre chambre. Des grincements rythmés, des voix. Et les bruits impossibles à confondre de deux personnes qui pensaient avoir la maison pour elles seules. Je suis resté dans le couloir pendant probablement 30 secondes. La nourriture thaïlandaise refroidissant dans mes mains. Mon cerveau essayant de comprendre ce qui était en train de se passer. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, faire comme si je n'étais jamais rentré tôt. Préserver l'illusion de ma relation pendant quelques heures de plus. Mais j'avais passé 3 ans avec cette femme, payé la moitié de sa vie, et je méritais de connaître la vérité. J'ai monté ces escaliers comme si je montais vers ma propre exécution. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente.
Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables. Cet état étrange de dissociation où l'on est conscient de tout ce qui se passe, mais où rien ne semble totalement réel. J'ai ouvert la porte de la chambre et j'ai trouvé exactement ce que vous imaginez. Camille et Maxime, tous les deux en train d'essayer de se couvrir. Leur visage affichait ce mélange parfait de choc, de culpabilité et de panique. La chambre que j'avais meublée, avec le lit queen size que j'avais acheté dans un magasin local. Les tables de chevet que j'avais montées moi-même, la lampe que j'avais choisie. Mon propre frère et ma petite amie dans mon lit, dans ma maison. Maxime portait encore ses chaussettes. C'est le détail qui m'est resté en tête pour une raison que j'ignore. Pas la trahison, pas la violation. Mais le fait que mon frère était tellement pressé de coucher avec ma petite amie qu'il n'avait même pas pris la peine d'enlever ses chaussettes. Maxime a essayé de parler le premier. « Frère, je peux t'expliquer. » J'ai levé la main. Je n'ai pas dit un mot. Le repas-taille était toujours dans mon autre main et semblait devenir plus lourd à chaque seconde. J'ai marché calmement jusqu'à la commode, j'ai posé la nourriture avec précaution, je me suis retourné et je suis redescendu. J'ai pris mon ordinateur portable dans le bureau, mes documents importants dans le classeur. Mon passeport, mon acte de naissance, ma carte vitale, le certificat d'immatriculation de ma voiture. Puis j'ai attrapé mon chargeur de téléphone dans le salon et j'ai laissé tout le reste. Tout cela a peut-être pris 5 minutes. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je ne leur ai pas donné la confrontation dramatique qu'ils attendaient probablement. J'ai simplement récupéré méthodiquement ce qui comptait et je suis sorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé dans l'allée et je suis parti pendant qu'ils étaient encore à l'étage. Probablement en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai conduit jusqu'à une résidence hôtelière près de mon bureau et j'ai réservé une chambre pour une semaine. L'homme à l'accueil a probablement remarqué que quelque chose n'allait pas. Je portais mes vêtements de travail, je tenais un ordinateur portable et une pochette de documents, et rien d'autre. Mais il a été assez professionnel pour ne pas poser de questions. Il m'a simplement donné une carte de chambre et les indications pour le parking. Puis je me suis assis sur le lit générique de l'hôtel et j'ai fixé le mur pendant environ 1 heure, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Les murs beiges, la couette en polyester. Le tableau de paysage qui devait probablement être accroché dans 10 000 chambres d'hôtels identiques à travers le pays. Tout était conçu pour être inoffensif et oubliable. Le décor parfait pour la mort d'une relation. Mon téléphone a commencé à exploser vers 16 heures. Camille d'abord, puis Maxime, puis ma mère. Je les ai tous ignorés. J'ai complètement éteint mon téléphone et je suis resté assis dans cette chambre d'hôtel dans un silence total, ne ressentant rien et tout à la fois. Le choc agissait comme une anesthésie. Je savais que je devrais ressentir quelque chose. Mais il n'y avait que cet engourdissement froid qui se répandait dans ma poitrine. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai enfilé la chemise de secours que je gardais dans ma voiture pour les urgences. Je me suis coiffé avec les doigts. Je suis entré au bureau à 8 heures pile et j'ai dit à mon responsable que je gérais une situation personnelle et que j'aurais peut-être besoin d'un peu de flexibilité au cours des prochaines semaines. Il a été compréhensif. L'un des avantages d'être un employé fiable depuis 5 ans. C'est que les gens vous accordent le bénéfice du doute quand vous en avez besoin. Prends le temps qu'il te faut, m'a-t-il dit. On s'organisera. Pendant ma pause déjeuner, j'ai enfin rallumé mon téléphone. 47 appels manqués, 83 messages. La progression était fascinante d'un point de vue psychologique. Comme regarder quelqu'un traverser les étapes du deuil, mais à l'envers. Les messages de Camille ont commencé par la panique. S'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Je suis tellement désolé que tu aies vu ça. Puis ils sont passés à la justification. Tu étais tellement distant ces derniers temps. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne. Maxime était là pour moi quand toi tu ne l'étais pas. Tu travailles tout le temps et tu ne fais jamais attention à moi. Puis ils ont atterri sur la colère. Tu ne peux pas simplement m'abandonner comme ça. Je n'ai nulle part où aller. Tu es incroyablement égoïste. Et au moins la décence de répondre au téléphone. Les messages de Maxime étaient plus simples. Frère, j'ai merdé.
On peut en parler? Je sais que tu es en colère, mais m'ignorer n'est pas correct. Puis silence total après le 6e message. Au moins, il a eu le bon sens de savoir quand se taire. Les messages de ma mère étaient les plus intéressants. Ton frère m'a appelé, il est très bouleversé. Quoi qu'il se soit passé. La famille règle les choses ensemble. Appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas ton genre d'ignorer mes appels. Maxime dit que tu es entré pendant qu'il se passait quelque chose et que tu es parti sans parler. Ce n'est pas comme ça que nous gérons les problèmes dans cette famille. Je lui ai envoyé exactement 7 mots, Maxime a couché avec Camille. J'ai terminé. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a appelé 6 fois de plus avant de finalement laisser un message. Que j'ai écouté 3 fois parce que je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Chérie, je sais que tu es bouleversée. Mais Maxime m'a expliqué ce qui s'est passé. Lui et Camille ont développé de vrais sentiments l'un pour l'autre. Ces choses arrivent. Tu ne peux pas simplement rejeter ta famille pour ça. Ils ne voulaient pas te blesser. Mais parfois les gens se connectent de manière inattendue. Appelle-moi pour qu'on puisse en discuter comme des adultes et trouver comment avancer. Ces choses arrivent, comme si mon frère avait trébuché accidentellement et était tombé sur ma petite amie. Comme si c'était une catastrophe naturelle inévitable au lieu d'une trahison délibérée qui durait probablement depuis des mois. De vrais sentiments, comme si cela justifiait quoi que ce soit. Je n'ai pas rappelé. Pendant les jours suivants, j'ai géré les choses pratiques avec la même approche méthodique que j'utilise pour les déclarations fiscales. J'ai parlé à mon propriétaire pour mettre fin au bail. Il s'est avéré que je pouvais le faire avec quelques pénalités, puisque seul mon nom apparaissait dessus. Camille n'avait jamais été officiellement ajoutée au bail. Elle vivait là depuis 18 mois. Mais nous n'avions jamais mis à jour les papiers parce que je craignais exactement ce genre de scénario. Appelez ça de la paranoïa, appelez ça de la planification financière, mais cela m'a évité beaucoup de problèmes. J'ai donné un préavis de 2 mois, payé l'équivalent de 2 mois de loyer en pénalité et commencé à chercher un nouveau logement. Il était hors de question que je reste dans un endroit qui me semblait désormais contaminé par leur trahison. J'ai changé tous mes mots de passe, email, banque, plateforme de streaming, tout. J'ai retiré Camille de mon forfait téléphonique. Ce qui m'a fait économiser environ 40 € par mois. J'ai séparé nos comptes Netflix et Disney+. J'ai appelé le fournisseur d'électricité et l'opérateur Internet pour m'assurer qu'ils savaient que je déménageais et qu'elle devrait ouvrir ses propres contrats si elle voulait rester. Le travail administratif d'une rupture est étrangement thérapeutique. C'est concret, définissable. Quelque chose que vous pouvez réellement contrôler quand tout le reste semble chaotique. J'ai engagé des déménageurs pour emballer mes affaires dans la maison pendant que Camille était au travail. J'ai organisé cela un mercredi après-midi. Jour où je savais qu'elle avait une journée complète de rendez-vous au cabinet. J'ai laissé tout ce qui lui appartenait ou que nous avions acheté ensemble. Le canapé que nous avions choisi chez Maison du Monde, la table basse. Les appareils de cuisine que nous avions achetés à l'époque où nous parlions encore de nous marier un jour. Je ne voulais pas un seul rappel de la vie que je croyais que nous étions en train de construire. J'ai trouvé un appartement correct d'une chambre de l'autre côté de la ville. J'ai signé un bail d'1 an et j'ai emménagé 2 semaines plus tard. Le nouveau logement était plus petit, mais il était à moi. Aucun souvenir partagé. Aucun fantôme d'une relation qui pourrissait de l'intérieur pendant que j'étais trop aveugle ou trop optimiste pour le voir. Mes parents ont commencé à appeler tous les jours. Je répondais de temps en temps, je restais bref et je ne leur donnais aucune munition. Je vais bien. Je gère. J'ai besoin d'espace. Puis je raccrochais avant qu'ils puissent lancer le discours qu'ils avaient préparé sur la famille et le pardon. Puis est venue la tentative d'intervention familiale. 3 semaines après avoir découvert Maxime et Camille. Mon père s'est présenté à mon nouvel appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout avec ma mère et Maxime. Tous entassés dans le couloir comme une sorte de groupe de soutien d'embuscade. Maxime avait l'air mal à l'aise. Maman avait l'air déterminée. Papa avait l'air fatigué. Il faut qu'on parle, a dit papa. Tous ensemble. En famille.
J'ai envisagé de leur fermer la porte au nez. L'ancien moi l'aurait probablement fait. Mais j'avais passé 3 semaines à réfléchir à cette situation sous tous les angles et j'étais curieux d'entendre quelle justification ils allaient inventer. Parfois, on a besoin d'entendre l'absurdité à voix haute pour confirmer qu'on n'est pas fou. Très bien, entrez. Nous nous sommes assis dans mon salon. Moi dans mon nouveau fauteuil que j'avais acheté précisément parce que Camille détestait ce style, serré sur mon canapé, mal à l'aise. L'appartement était peu meublé, puisque j'avais presque tout laissé dans l'ancienne maison. Juste le fauteuil. Une télévision sur un meuble et quelques cartons que je n'avais pas encore défaits. Cela ressemblait exactement à ce que c'était, quelqu'un qui recommençait à zéro. Maman a commencé avec le texte qu'elle avait clairement répété. « Chérie, nous comprenons ta douleur. Ce que Maxime a fait était mal. J'apprécie cette reconnaissance, ai-je dit en gardant une voix neutre. Mais il est ton frère, et maintenant il y a un bébé impliqué. Cela m'a stoppé net. » La pièce a semblé légèrement penchée, comme si le sol venait soudain de se mettre en pente. « Pardon ?» Maxime regardait le sol. Maman a continué, prenant ma surprise pour une permission de parler. Camille est enceinte. 8 semaines. Maxime va être père et nous allons être grands-parents. Cela change tout. 8 semaines. Ils couchaient ensemble depuis au moins 2 mois avant que je ne les surprenne. Probablement plus. Chaque fois que Camille m'avait dit qu'elle travaillait tard ou qu'elle sortait avec ses collègues. Chaque fois que Maxime passait pour emprunter des outils ou boire un verre. Toutes ces fois où j'avais pensé être paranoïaque parce que quelque chose me semblait étrange. Félicitations, ai-je dit sèchement. Papa s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Dans cette posture qui signifiait qu'il allait essayer l'approche raisonnable d'homme à homme. Fils, Maxime est dans une situation difficile. Il n'a plus d'économie. Je me demande bien pourquoi, ai-je murmuré. Papa a ignoré cela. Le travail de Camille ne paie pas très bien non plus. Et ils vont avoir besoin d'aide pour démarrer. La famille est de la famille. C'est comme ça que nous avons été élevés et c'est ce que nous faisons. J'ai vu exactement où cela allait. Le scénario était prévisible. Non. Nous n'avons même encore rien demandé, a dit maman. Feignant l'innocence comme si elle n'avait pas orchestré toute cette conversation. Vous êtes sur le point de me demander de l'argent. Plus précisément mon héritage. La réponse est non. Maxime a finalement parlé, et j'ai entendu la qualité répétée de ses mots. Quelqu'un lui avait dit quoi dire. Frère. Je sais que j'ai merdé. Je sais que tu me détestes en ce moment et tu en as parfaitement le droit. Mais ce n'est plus seulement entre nous. Il s'agit d'un bébé innocent. Ta nièce ou ton neveu. Tu ne veux pas qu'il ait un bon départ dans la vie? La manipulation était presque impressionnante par sa transparence. Faire porter le sujet sur le bébé, pas sur leur décision. Me transformer en méchant parce que je ne voulais pas financer les conséquences de sa trahison. Faire appel à mon sens de l'obligation familiale tout en ignorant complètement le fait qu'il avait lui-même détruit notre relation fraternelle. Laissez-moi voir si je comprends bien, ai-je dit lentement en les regardant un par un. Tu as couché avec ma petite amie, tu l'as mise enceinte. Et maintenant tu veux que je te donne de l'argent que nos grands-parents nous ont laissé spécifiquement pour nos avenirs. De l'argent que tu as déjà brûlé une première fois en SUV, voyage à Ibiza et jet ski. C'était différent, a protesté Maxime en me regardant enfin dans les yeux. J'étais jeune, stupide, j'ai fait de mauvais choix. Là, il s'agit de subvenir aux besoins de mon enfant. Je veux être un bon père. Et ça veut dire lui offrir un foyer stable et une sécurité financière. Tu as 28 ans. Tu as un travail dans la vente. Camille a un travail d'assistante dentaire. À vous deux. Vous gagnez correctement votre vie. Débrouillez-vous comme tout le monde. La voix de maman est devenue plus aiguë, perdant son ton compréhensif. Ne sois pas égoïste. Tes grands-parents auraient honte de cette attitude. Ils croyaient que la famille devait prendre soin des siens. Celle-là a fait mal, exactement comme elle l'avait prévu. Papy et mamie ont laissé cet argent pour que je construise mon avenir. Ils m'ont fait confiance pour l'utiliser intelligemment. Nulle part dans leur testament ou dans leurs lettres il n'est écrit
Donne-le à Maxime quand il prendra des décisions catastrophiquement mauvaises. Papa a tenté à nouveau l'approche raisonnable. Personne ne dit que tu dois tout lui donner. Aide-les seulement avec l'apport pour un logement. Peut-être 30 000 ou 40 000 euros. Il te resterait encore beaucoup. Cela signifierait énormément pour eux et montrerait à Maxime que tu es prêt à mettre la famille en premier. Cela n'arrivera pas, tu vas vraiment laisser l'enfant de ton frère grandir dans les difficultés parce que tu es en colère à cause d'une fille? La déception de maman était palpable, flottant dans l'air comme de la fumée. C'est plus grand que tes sentiments blessés. Il s'agit d'une vie innocente. Je vais laisser Maxime expérimenter les conséquences naturelles de ses choix. Peut-être que cela lui apprendra quelque chose que ses parents n'ont pas réussi à lui enseigner. La température de la pièce a semblé chuter de 20 degrés. On pouvait presque voir le givre se former. C'est déplacé, a dit papa d'une voix basse, la mâchoire serrée. Ça l'est. Parce que vous êtes assis ici à essayer de me convaincre de sauver votre fils préféré après qu'il m'a trahi de la pire manière possible. Pas une seule fois vous ne m'avez demandé comment j'allais. Vous n'avez pas reconnu que j'ai perdu une relation de 3 ans et un frère le même jour. Vous n'avez pas vérifié si j'avais besoin d'aide pour déménager, trouver un logement ou simplement comprendre ce qui s'était passé. Vous êtes directement passé à comment pouvons-nous arranger ça pour Maxime, comme toujours? Maman s'est levée, le visage rouge. Très bien, sois égoïste. Garde ton précieux argent. Mais ne viens pas pleurer vers nous quand tu réaliseras que tu as détruit cette famille pour des euros. Je ne suis pas celui qui a détruit quoi que ce soit. Ils sont partis. Maxime ne m'a même pas regardé en sortant. Il a simplement suivi nos parents comme un enfant à qui on venait de dire que la conversation était terminée. Je suis resté assis dans mon appartement pendant longtemps après leur départ, à me demander si j'étais déraisonnable. Si peut-être ils avaient raison et que je laissais mes sentiments blessés obscurcir mon jugement. Puis je me suis souvenu du regard de Maxime quand je les avais surpris. Ce n'était pas du remords, c'était de la panique. Pas de la culpabilité pour ce qu'il avait fait. Mais de la peur face à ce que cela allait lui coûter. Il ne regrettait pas d'avoir couché avec Camille. Il regrettait que je l'ai découvert et que j'ai gâché leur arrangement. La campagne de harcèlement a commencé 2 jours plus tard. Et elle était coordonnée d'une manière qui montrait clairement que ma famille avait recruté des renforts. Mon téléphone est devenu une zone de guerre. Des membres de la famille élargie que je connaissais à peine m'appelaient pour me dire que j'étais sans cœur. Ma tante Catherine a laissé un message vocal en pleurant, parlant du fait que les familles doivent rester unies dans les bons comme dans les mauvais moments. Que le sang est plus épais que l'eau, et qu'elle était déçue de la façon dont je gérais tout cela. Mon oncle Jean a envoyé un long message sur le pardon chrétien et le fait de tendre l'autre joue, avec des versets bibliques inclus. Les parents de Camille se sont impliqués d'une manière ou d'une autre, m'envoyant une lettre recommandée sur le fait que j'avais une obligation morale d'aider leur fille et leur futur petit-enfant pendant cette période difficile. Apparemment, Maxime avait présenté toute cette affaire comme si j'étais vindicatif et que je refusais mon soutien par rancune parce que je n'acceptais pas que Camille et lui soient tombés amoureux. La lettre utilisait réellement l'expression « ils ont trouvé le véritable amour ». Comme s'ils étaient 2 adolescents malchanceux au lieu de 2 personnes qui avaient trahi quelqu'un qui les aimait tous les deux. L'histoire que tout le monde suivait était clairement coordonnée. J'étais l'ex-mère qui ne supportait pas que Camille et Maxime aient trouvé le bonheur ensemble. J'utilisais mon héritage comme une arme pour les punir. Je mettais l'argent au-dessus de la famille. J'étais égoïste, froid, et je devais grandir et laisser ma rancœur derrière moi. Aucun d'eux ne semblait intéressé par la chronologie réelle des événements. Aucun d'eux n'a demandé ma version de l'histoire. Tout le monde a simplement accepté la version de Maxime et Camille et a avancé avec elle. J'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran des messages, sauvegarde des messages vocaux, copie des emails et des lettres. Pour les appels, je notais les dates, les heures et ce qui avait été dit, en gardant tout ce qui pouvait être conservé légalement. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur intitulé « Drame familial » et j'ai simplement continué à y ajouter des éléments. Une partie de moi pensait que j'en aurais peut-être besoin un jour si les choses escaladaient juridiquement. Une autre partie de moi avait juste besoin de la validation de voir leurs mots en noir sur blanc.
La preuve que je n'imaginais pas cette campagne coordonnée pour me mettre la pression. Ma mère a essayé une approche différente, le voyage de culpabilité par les réseaux sociaux. Elle a commencé à publier des statuts vagues sur Facebook au sujet de la douleur de voir ses enfants abandonner les valeurs familiales, de la façon dont l'argent change les gens, et du fait qu'elle priait pour que certaines personnes retrouvent le chemin de la bonté et se souviennent de ce qui compte vraiment dans la vie. Les commentaires étaient prévisibles, ses amis lui offrant du soutien, demandant ce qui s'était passé. Et elle donnant des réponses soigneusement formulées qui me peignaient comme le méchant sans jamais prononcer mon nom. Certaines personnes perdent simplement leur chemin quand elles héritent d'argent, a-t-elle écrit. Elles oublient que la famille est éternelle et que les biens matériels sont temporaires. J'ai le cœur brisé. Mais j'espère encore qu'elles se souviendront de ce que leurs grands-parents auraient voulu. J'ai aussi fait des captures d'écran de ces publications. L'agressivité passive était presque impressionnante. Par des amis communs, j'ai appris que Maxime et Camille avaient emménagé chez mes parents. La maison était trop chère sans mes revenus couvrant la majorité des factures. Camille avait admis à notre amie commune Jeanne qu'elle ne pouvait pas payer le loyer de 1 350 € seule. Et Maxime couvrait à peine le loyer de son propre logement. Alors il dormait dans l'ancienne chambre de Maxime. Avec l'affiche Star Wars encore accrochée au mur, en économisant pour avoir leur propre endroit. Accent sur « économisant ». Ce qui semblait apparemment signifier attendre que je craque sous la pression et que je donne l'argent. 4 mois après le début de ce cauchemar, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix semblait fatiguée d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant, dépourvue de son autorité habituelle. « Ta mère a dû prendre des gardes supplémentaires à l'hôpital », a-t-il dit sans préambule. Maxime ne peut pas faire d'heures supplémentaires parce que Camille a besoin d'aide avec la grossesse. Les nausées sont fortes et elle ne peut pas rester seule. Nous soutenons 2 adultes supplémentaires et nous nous préparons à l'arrivée d'un bébé. Ce n'est pas tenable. Ça a l'air difficile. Ne sois pas comme ça. Je te demande, d'homme à homme, de reconsidérer l'idée d'aider. Pas pour Maxime, mais pour tes parents. Qui ont du mal parce que nous essayons de garder cette famille unie. Vous avez choisi de les accueillir. Vous avez choisi de permettre cette situation au lieu de les laisser la gérer eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Les laisser sans logement? Laisser notre petit enfant naître dans l'instabilité? Ce sont des adultes avec des emplois. Il existe des appartements dans cette ville qu'ils peuvent payer. Ils ne veulent simplement pas vivre selon leurs moyens. Ils veulent le style de vie que mon héritage pourrait leur offrir. Et vous les aidez à me mettre la pression pour le financer. Quand es-tu devenu aussi froid? Ce n'est pas le fils que nous avons élevé. La question est restée suspendue dans l'air. Quand étais-je devenu froid? Peut-être quand j'ai surpris mon frère avec ma petite amie. Peut-être quand mes parents ont immédiatement priorisé son confort plutôt que ma douleur. Peut-être quand toute ma famille a décidé que ma blessure comptait moins que leur commodité. Peut-être quand j'ai réalisé qu'être le fiable signifiait être celui dont tout le monde attendait qu'il se sacrifie. Je ne suis pas froid. Papa. C'est juste que je ne vais plus me mettre le feu pour garder les autres au chaud. Mamie et papy ont laissé cet argent pour sécuriser mon avenir, pas pour nettoyer les catastrophes de Maxime. Il a raccroché sans dire au revoir. Le point de rupture est arrivé lors du grand repas de la Toussaint, que ma famille organisait toujours comme une sorte de répétition générale des fêtes de fin d'année. J'avais prévu de l'éviter complètement. De passer la journée seul dans mon appartement avec un repas à emporter et un match à la télévision. D'éviter le drame, de maintenir mes limites, de protéger ma paix. Mais ma mère a appelé 3 jours avant et m'a supplié de venir. Sa voix avait une qualité que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Pas en colère, pas manipulatrice, simplement sincèrement triste. « S'il te plaît », a-t-elle dit. Cela fait des mois. Nous sommes une famille. Je sais que les choses sont compliquées. Mais c'est un repas de famille. Essayons de dépasser tout ça, ne serait-ce que pour une journée. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Peut-être que j'espérais des excuses. Peut-être que l'idée de famille me manquait, même si la réalité était actuellement toxique. Peut-être que je pensais qu'assez de temps était passé pour que nous puissions avoir un repas.
civilisé sans que la conversation de l'héritage ne ressurgisse. Je suis arrivé chez mes parents à 14 heures avec une tarte au potiron achetée à la boulangerie du supermarché. M'attendant à de la gêne mais espérant un minimum de civilité. Peut-être un peu de conversation sur le travail et la météo. Peut-être l'évitement de l'éléphant dans la pièce pendant quelques heures. Pendant que nous ferions semblant que tout était normal. L'embuscade a été immédiate et soigneusement planifiée. Je suis entré dans le salon pour y trouver non seulement mes parents et Maxime, mais aussi Camille. Assise là, la main posée sur son ventre visiblement arrondi. Il y avait aussi les grands-parents du côté paternel, ma tante Catherine. Mon oncle Jean et 2 amis de la famille que je connaissais depuis l'enfance. Tous me regardant comme si je venais d'entrer dans une intervention, ce que je venais probablement de faire. Toute la mise en scène semblait directement sortie d'un téléfilm dramatique. Un demi-cercle de chaises, tout tourné vers un fauteuil qui m'était clairement destiné. Quelqu'un avait même installé un coin café et une assiette de biscuits. Comme s'il s'agissait d'une retraite d'entreprise. Ma mère s'est levée en lissant son pull. Merci d'être venu. Nous sommes tous ici parce que nous t'aimons et parce que nous sommes inquiets des décisions que tu prends. J'aurais dû partir à ce moment précis, faire demi-tour, sortir et rentrer directement chez moi. À la place, je me suis assis dans le fauteuil désigné, le plus loin possible des autres, et j'ai dit, j'écoute. Ce qui a suivi a été 90 minutes du voyage de culpabilité le plus coordonné que j'ai jamais vécu. Chaque personne a pris son tour pour expliquer pourquoi je devrais donner de l'argent à Maxime et Camille. Comme s'ils s'étaient répartis les points à aborder à l'avance. Ma grand-mère paternelle a parlé du fait que la famille est pour toujours et que les rancunes sont temporaires. Elle a raconté comment elle et mon grand-père avaient aidé leurs frères et sœurs dans les moments difficiles sans jamais tenir les comptes. Mon grand-père a raconté qu'il avait prêté de l'argent à son frère pour lancer une petite entreprise dans les années 1970. Que tout s'était bien terminé et que la famille en était sortie renforcée. Ma tante Catherine a partagé une histoire sur le pardon accordé à sa sœur pour quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. Mon oncle Jean a cité des versets bibliques sur la générosité et le fait d'amasser des trésors au ciel plutôt que sur la terre. Puis Maxime s'est levé, Camille à côté de lui, la main toujours posée sur son ventre dans ce geste universel des femmes enceintes partout dans le monde. Je sais que j'ai merdé, a dit Maxime, et sa voix s'est réellement brisée sous l'émotion. Je sais que je t'ai blessé d'une manière qui est peut-être impardonnable. J'ai trahi ta confiance. J'ai détruit notre relation. Et je comprends si tu ne veux plus jamais me parler. Mais ça, il a désigné le ventre de Camille. C'est innocent. Ce bébé n'a pas demandé à naître dans des circonstances compliquées. Cet enfant est aussi ta famille. Ta nièce ou ton neveu. Tu ne veux pas qu'il ait une bonne vie? Un foyer stable? Les mêmes chances que nous avons eues en grandissant? Les yeux de Camille étaient rouges, soit d'avoir pleuré, soit d'avoir répété ses larmes. Difficile à dire. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-elle dit d'une petite voix. Maxime et moi n'avons pas prévu de tomber amoureux. C'est simplement arrivé. Et je sais que cela n'excuse pas ce que nous t'avons fait. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons seulement essayer de faire ce qui est juste pour ce bébé. Et en ce moment, nous avons besoin d'aide. Un endroit pour élever notre enfant. Une stabilité de base. Nous ne demandons pas du luxe, juste une fondation sur laquelle construire. La pièce était silencieuse, tout le monde me regardant. Attendant que je craque sous le poids collectif de leurs attentes. Je pouvais le sentir m'écraser. Les suppositions, le jugement, la certitude que je finirais par céder, parce que c'est ce que fait le fiable. Je me suis levé. J'ai une question pour tout le monde ici, ai-je dit calmement en regardant chaque visage. Combien d'entre vous m'ont demandé comment j'allais après avoir appris ce qui s'était passé entre Maxime et Camille? Combien ont vérifié si j'avais besoin de soutien? D'un endroit où rester ou simplement de quelqu'un à qui parler? Silence. Certaines personnes ont baissé les yeux. Voici ce dont je me souviens. J'ai surpris mon frère ayant une liaison avec ma petite amie dans mon lit, dans ma maison. Que je payais. J'ai déménagé en 2 semaines. J'ai recommencé à zéro. J'ai reconstruit toute ma vie et pas une seule personne dans cette pièce ne m'a contacté pour savoir si j'allais bien.
Pas une seule personne n'a reconnu que peut-être, juste peut-être, j'étais la personne lésée ici. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai levé une main. À la place, en quelques semaines. Vous vous êtes tous ralliés autour de Maxime et Camille. Vous vous êtes assurés qu'ils avaient un endroit où dormir. Vous les avez aidés à préparer leur avenir. Vous m'avez demandé de l'argent pour leur rendre la vie plus facile. Vous m'avez dit que j'étais égoïste parce que je ne leur pardonnais pas immédiatement et que je n'ouvrais pas mon portefeuille. Et maintenant vous avez orchestré ceci. J'ai fait un geste autour de la pièce. Pour me pousser à financer leur choix. Il ne s'agit pas de prendre parti, a dit mon père. Il s'agit d'être une famille. Tu as raison. Il ne s'agit pas de camp. Il s'agit de responsabilité. Maxime a fait un choix. Camille a fait un choix. Ces choix ont des conséquences. Et je ne suis pas responsable de gérer ces conséquences pour eux. J'ai regardé Maxime directement. Tu as reçu 160 000 € de mamie et papy. Comme moi. Tu as tout dépensé en jouets. Voyage et plaisir temporaire. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas mon problème et ce n'est certainement pas ma responsabilité de te donner encore plus d'argent parce que tu as gaspillé ta chance. J'ai regardé mes parents. Vous m'avez appris à être responsable avec l'argent, à planifier pour l'avenir. À honorer ce que mamie et papy avaient sacrifié pour nous. J'ai fait exactement cela. Et maintenant vous me punissez pour ça parce que Maxime ne l'a pas fait. Vous me demandez de subventionner ses erreurs pendant qu'il n'affronte aucune conséquence réelle de ses choix. Ma grand-mère a commencé à pleurer. Ma mère avait l'air comme si je venais de la gifler. J'ai repris ma tarte achetée au supermarché. Parce qu'il était hors de question que je la laisse derrière moi, et je me suis dirigé vers la porte. Si tu pars maintenant, tu n'es plus le bienvenu ici, a dit mon père d'une voix dure. Je me suis arrêté et je me suis retourné. L'ultimatum flottait dans l'air comme quelque chose de physique. Tu es sérieux? Tu me donnes vraiment un ultimatum maintenant? Donner mon héritage ou perdre ma famille? Nous te demandons d'être un membre de cette famille. Cela signifie se soutenir les uns les autres. C'est ce que fait une famille. Se soutenir les uns les autres? Absolument. Permettre des comportements destructeurs et de mauvaises décisions, non. Il y a une différence. Et vous avez cessé de la voir depuis longtemps. Peut-être parce qu'il est plus facile de me mettre la pression que de rendre Maxime responsable. Je suis parti. Je suis resté assis dans ma voiture, dans leur allée, pendant 5 minutes complètes avant de démarrer. Attendant de voir si quelqu'un allait venir après moi. Si quelqu'un allait frapper à ma fenêtre et dire qu'il comprenait, que j'avais raison, qu'il était désolé. Personne ne l'a fait. Les mois suivants ont été calmes d'une manière à la fois paisible et solitaire. J'ai bloqué la plupart des membres de ma famille élargie sur les réseaux sociaux. J'ai cessé de répondre aux appels de numéros inconnus et je me suis concentré sur la construction de ma vie. Le travail se passait bien. J'avais obtenu une promotion au poste de chef de mission et une augmentation de 15%. En partie parce que je faisais plus d'heures sans la distraction d'une relation dysfonctionnelle. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport et à voir de vrais résultats. Je me suis mis à cuisiner comme passe-temps. Puisque je mangeais seul la plupart des soirs de toute façon. Avançant dans un livre de recettes simples qui ne nécessitait pas de nourrir 2 personnes. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation avec Camille. Des gars de la fac heureux de boire un verre ou regarder un match sans aucun drame. Par un ami commun, j'ai appris que Camille avait donné naissance à une fille au début du mois de février. Ils lui ont donné un prénom que j'ai déjà oublié. L'un de ces prénoms à la mode qui semble sorti d'un site internet pour futurs parents. Maxime a publié des photos sur Facebook que je n'ai pas regardées, mais les gens m'en ont parlé malgré tout. Apparemment, elle avait ses yeux à lui et les cheveux de Camille, et tout le monde la trouvait magnifique. Mes parents m'ont envoyé une carte annonçant la naissance avec une note manuscrite dans l'écriture soigneuse de ma mère. Ta nièce est magnifique. Elle mérite de connaître son oncle. S'il te plaît, reconsidère ta position. La vie est trop courte pour ce genre de division dans une famille. Je n'ai pas répondu. En avril, ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte vers 19 h, un mardi soir, et je l'ai trouvée debout là.
l'air épuisé d'une manière qui m'a inquiété malgré tout. Tu vas bien, ai-je demandé. Je peux entrer? Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. Elle a regardé autour d'elle, observant mon appartement. Les meubles neufs que j'avais lentement accumulés. Les plantes que j'avais commencé à réussir à garder en vie, les cadres sur les murs. Tous les signes généraux d'une vie que j'avais reconstruite sans aucun dedans. Tu t'en es bien sorti, a-t-elle dit doucement. Je me débrouille. Je sais. Elle a croisé les mains sur la table et les a étudiées. J'ai beaucoup pensé au repas de la Toussaint, à ce que tu as dit. J'ai attendu sans lui donner de prise. Tu avais raison. Nous ne sommes pas venus prendre de tes nouvelles. Nous étions tellement concentrés sur la gestion de la situation avec Maxime et Camille que nous avons oublié que toi aussi, tu souffrais. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu un regret réel dans ses yeux. Je suis désolé pour ça. Vraiment désolé. Une mère devrait prendre soin de tous ses enfants de manière égale. Surtout quand l'un d'eux est blessé. Et je t'ai laissé tomber. C'était la première vraie excuse que je recevais de quelqu'un. J'apprécie que tu le dises. Mais je te demande encore de reconsidérer. Pas pour l'argent. Pour la famille. Ta nièce devrait connaître son oncle. Maxime veut réparer les choses. Même s'il ne sait pas comment le dire. Les choses sont difficiles en ce moment et nous aurions tous besoin de « Maman, arrête ». Elle s'est arrêtée. J'accepte tes excuses pour ne pas avoir pris de mes nouvelles. Cela signifie quelque chose et j'apprécie que tu le dises. Mais je ne vais pas revenir. Pas à une dynamique familiale où les erreurs de Maxime sont gérées et les miennes jugées. Pas à l'attente selon laquelle je dois me sacrifier pour que tout le monde soit à l'aise. J'ai essayé ça pendant 31 ans, et cela m'a seulement blessé. Alors tu vas nous couper tous de ta vie? Ne jamais voir ta nièce, ne plus jamais parler à ton frère? Je vais me protéger, moi et ma paix. Si cela ressemble à vous couper de ma vie, alors oui, je suppose que c'est ce que je fais. Elle s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Ton père est déçu. Il espérait mieux de toi. L'ancien moi aurait ressenti cela comme un couteau. Le nouveau moi a simplement haussé les épaules. Papa est déçu de moi depuis que je ne suis pas Maxime. Je peux vivre avec ça. Ce n'est pas juste. Ils vous aiment tous les deux pareil. Rien de ce qui s'est passé l'année dernière n'est juste non plus. Mais nous sommes ici à gérer des situations injustes et à prendre des décisions sur la manière d'avancer. Elle est partie. Je ne l'ai pas revue depuis ce jour. Même si elle m'envoie encore des cartes pour mon anniversaire et Noël avec de courtes notes disant qu'elle espère que je vais bien. Cela fait 8 mois depuis cette conversation. La vie est remarquablement paisible d'une manière que je n'avais pas prévue. J'ai entendu dire que Maxime et Camille avaient finalement emménagé dans leur propre appartement en juillet. Un T2 dans un quartier difficile de la ville où ils ont trouvé un loyer abordable. Mais c'est à eux. Mes parents aident encore en gardant la petite plusieurs jours par semaine et probablement aussi avec de l'argent, mais c'est leur choix. Ils continuent de permettre les mêmes schémas qui ont mené Maxime là où il est aujourd'hui. Mais je ne suis pas responsable de leur enseigner cette leçon. M.